Culture Soccer. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à Culture Soccer. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe de Culture Soccer, je tiens à vous remercier pour votre support. Ça fait bientôt un mois que le site est lancé et nous vous remercierons à notre façon très bientôt. N'hésitez pas à partager le contenu Culture Soccer et à nous faire part de vos commentaires. Aujourd'hui à l'émission, pour ce 4e épisode de la saison, je m'entretiendrai avec le joueur du Valor FC, Raphaël Garcia, pour revenir sur la prochaine saison de la Canadian Premier League qui est en approche. Par la suite, Antoine discutera avec Jérôme Cortinovis, journaliste à Austin, au Texas, de la prochaine expansion en MLS de Venio Austin. Sur ce, merci et bonne émission. Oui, on est de retour avec Raphaël Garcia, milieu de terrain du Valor FC. On est très content de pouvoir l'accueillir pour cet entretien spécial. Tout d'abord, bienvenue Raphaël, ça va bien? Merci, bien vous? Oui, merci. Tout d'abord, là, on le sait, tu as passé par l'Académie de l'Impact, après ça, tu as fait quelques matchs avec le Fury pour ensuite arriver dans la Ligue canadienne. Tout d'abord, est-ce que tu voudrais présenter ta position et ton style de jeu? Ma position, c'est défenseur latéral ou milieu excentré. Je sais que j'ai joué, la première fois que le monde m'a vu jouer professionnel, c'est avec Ottawa Fury en tant qu'ailier droit, mais je suis plus un défenseur latéral. Et je suis un joueur vraiment offensif, qui joue assez direct, qui est un peu comme un défenseur latéral plutôt moderne, qui aime attaquer, qui aime centrer, qui aime marquer. Oui, et tu viens de l'Académie de l'Impact. Ouais. Je suppose que tu as dû aimer ton expérience dans le milieu professionnel autour de la MLS. Ouais. J'ai passé 6 à 7 ans à l'Académie de l'Impact. Et c'est un peu grâce à eux que je suis où est-ce que je suis rendu maintenant. C'était beaucoup de bonnes expériences. Et c'est surtout quand tu es encadré avec un club professionnel et que tu t'entraînes à chaque jour. À force de t'entraîner avec eux, ça porte fruit, disons. Oui, et je suppose que c'est surtout avant même le sportif, je suppose que c'est vraiment le professionnalisme qui t'ont appris, hein? C'est comme tu vas à l'école le matin et après tu as toute l'après-midi où est-ce que tu t'entraînes, tu fais un peu de musculation au gymnase et c'est vraiment bien proportionné l'école et le foot et c'est le meilleur encadrement, je dirais, au Canada. C'est avec une académie professionnelle MLS. Cool. Et est-ce que à ton passage à l'académie, tu as eu la chance de t'entraîner avec les pros? Ouais, j'ai eu quelques entraînements avec les pros. Rien de très sérieux, mais oui, c'est sûr que j'ai eu plusieurs occasions de m'entraîner avec eux. Euh, je dirais environ une dizaine de fois. Donc, à chaque fois, c'était des bonnes expériences, mais je le reconnais moi-même que c'était pas assez pour signer pro. Et c'est pour ça que je me retrouve en CPL en ce moment. C'est à cause que j'ai pas été capable de me prouver quand que j'avais ces opportunités-là avec les pros. Et c'est encore dur à en parler parce que c'était vraiment mon rêve de signer avec l'Impact. Mais je suis content de rentrer dans cette nouvelle ligue avec Winnipeg. Oui, et même avant d'avoir signé à Winnipeg, tu as pu jouer pour un autre club canadien. Et c'est le club, toi tu viens d'Ottawa, fait que c'est vraiment le club de ta région, le Fury. Ça a été comment être appelé pour quelques matchs avec un peu Ouais, c'était drôle parce que l'Impact, euh, je venais de l'Académie de l'Impact, ça vient, m'ont appelé justement pour jouer contre l'Impact, qui était le Cap City Cup, si je ne me trompe pas. Et donc, je jouais pour l'équipe de ma ville, pour ma ville, contre l'équipe qui m'a formé, qui était une situation assez spéciale pour moi. Et j'ai été capable d'avoir une vingtaine de minutes, je pense, en fin de match. Et j'ai été capable de faire mes preuves dans ces 20 minutes. C'est sympa. Puis dans le fond, tu as fait un total de combien de matchs avec Ottawa? C'était juste ce match-là. C'était juste ce OK. match et il n'y avait aucun contrat. C'était juste pour disons, c'était une expérience pour moi. Et après, c'est là que j'ai pu aller en CPL. Parfait. Puis oui, dans le fond, tu as pu rejoindre la CPL et tu es d'ailleurs un des heureux élus hein, dans les essais. Tout d'abord,
comment as-tu appris que la CPL se mettrait en branle? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a approché pour faire ces fameux essais? Non, c'était une drôle d'histoire. C'est à la fin de mon passage à l'académie. C'est mon entraîneur qui m'a dit, ouais, ça va pas être assez pour signer un contrat avec l'équipe professionnelle. Et après, on parlait d'options. Peut-être c'était un prêt, peut-être c'était aller quelque part d'autre. Après, il m'a aussi parlé de la CPL. Et au début, j'étais pas certain si je voulais vraiment aller en CPL. Mais finalement, j'avais certains clubs en CPL avant les essais qui étaient intéressés en moi, mais rien de concret. Donc moi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste faire les essais ouverts avec tout le monde, comme si j'étais un joueur comme les autres. Et c'est là ensuite que j'ai été aperçu par Winnipeg. Cool. Et ensuite... Ah ouais, tu peux continuer. Oh non, non, ça va, c'est va. C'est bon. Puis, la fois que j'allais dire, c'est est-ce que durant les essais, tu as senti que tu avais vraiment fait une performance pouvant décrocher un contrat? Ouais, je dirais que c'était une bonne performance. La première journée, ça s'est bien passé. C'était des petits matchs 7 contre 7. J'ai bien joué. Et la deuxième journée, c'est là que c'était des matchs 11 contre 11. Et le premier match, j'ai très bien fait. Le deuxième match, un peu moins à cause de la fatigue de la fin de semaine était assez difficile. Et aussi, on a fait quelques tests physiques. Et si je me trompe pas, je pense dans tous les, tout le monde qui ont fait les essais, j'ai été le numéro un au pays pour la puissance de frappe, qui est un peu drôle parce que j'ai jamais été reconnu pour avoir les frappes les si puissantes. Mais j'imagine cette journée-là, mes frappes étaient... Oui, je pense que ça va être toi qui vas tirer les coups francs à Winnipeg. Ouais, j'ai tout le temps adoré tirer les coups francs. On verra après avec l'entraîneur et avec les autres joueurs qu'il y a, mais c'est sûr que c'est une de mes qualités. Puis, dans le fond, à ces essais-là, on le sait, par exemple, avec l'AMS, avec le Combine, il y a une entrevue un peu hors du terrain pour savoir la personnalité. Est-ce qu'il y avait la même chose dans ces tryouts? Non, aucun test pour la personnalité. Tout était physique, technique. Aucun test mental, aucun test, aucune conversation avec les entraîneurs non plus. OK. Puis dans le fond, est-ce que tout de suite après les essais, tu as été approché de nouveau par certains clubs ou ça a été plutôt quelques semaines plus tard? Ça a été un long processus. Après les essais, je dirais, il y a eu quelques mois qui se sont passés. Je dirais peut-être 3 ou 4 mois sans aucune nouvelle. Et là, j'étais comme, ah, peut-être j'ai pas été aussi bon que je le pensais. C'est ensuite que là, j'ai eu quelques clubs qui m'ont intéressé. OK, cool. Puis, et on le sait, hein, la Canadian Premier League, c'est encore vague. Je suppose que toi, tu te prépares beaucoup pour ta première saison professionnelle, mais c'est Ouais. comment te préparer pour une ligue on n'est pas encore, on n'est pas encore certain du calendrier, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que pour toi, c'est dur ou à l'interne, vous avez quelques idées, quelques informations de plus? Moi, j'ai aucune information de plus que vous. Tout ce que je sais, c'est que la pré-saison devrait commencer entre fin février et début mars. Euh, j'ai entendu dire que peut-être notre pré-saison va être pas au Canada, peut-être elle va être dans le sud, en République dominicaine ou au Costa Rica ou en Floride, un peu comme les équipes MLS. OK. À part de ça, j'ai aucune idée ça va être quand. Mais moi, de mon côté, je m'entraîne à tous les jours, que ce soit une séance de gym, que ce soit une séance de natation, que ce soit une séance sur le terrain. À chaque jour, je suis sûr, à chaque jour, je m'entraîne. Cool. Et avec les joueurs qui ont déjà signé au Valor, est-ce qu'il y en a que tu connaissais déjà, que tu avais déjà joué avec eux ou que tu t'étais déjà entretenu? Euh, je sais qu'il y a Glenn, je ne sais pas s'il se rappelle de moi, mais quand j'étais plus jeune, quand les deux on avait 12 ou 13 ans, on jouait contre dans la Ligue de l'Ontario. Et après, moi, je me rappelle de lui parce que je pense qu'il avait mis 3 buts contre notre équipe. Je ne sais pas si lui, il se rappelle de moi, mais je sais qu'il est aussi venu à Ottawa faire quelques essais avec notre équipe, quelques entraînements avec notre équipe. Donc, ce joueur-là, je le connais. Et quelques autres joueurs m'ont contacté quand ils ont vu sur les réseaux sociaux que j'ai signé. Donc, je- déjà, il y a quelques contacts qui ont été établis, mais aucun joueur que je connaissais très bien avant de signer. Donc, j'y vais vraiment là-bas tout seul.
Oui, et on parle de Winnipeg. Est-ce que tu avais plusieurs propositions? Tu parlais que tu avais quelques pour parler. Pourquoi finalement tu as choisi d'aller à Winnipeg? Le truc qui est un peu bizarre avec la CPA, c'est que quand que tu fais le open draft, c'est pas toi qui peut négocier avec les équipes, mais c'est les équipes qui s'arrangent entre eux, closed doors, comme on dit, dire les joueurs. Donc moi, je savais que j'avais quelques équipes d'intéressés, mais c'est pas moi qui ai eu le dernier mot pour dire quelle équipe que moi je veux aller. C'est les équipes qui se sont entendues entre eux à Winnipeg. OK, c'est un élément que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savaient ça. Non, non, non. Fait, fait Ça a vraiment été un. Comme vous avez pu voir avec le draft pour les joueurs OK. universitaires, vous avez vu le premier overall, deuxième overall, troisième overall, mais pour le draft, il n'y a eu aucune information de donnée. Ça a été fait à porte fermée. OK, fait que c'est soit que il y avait la liste des joueurs à laisser, puis chaque équipe choisissait un joueur, ou que, admettons, tout le monde cochait ce joueur-là, je l'aimerais, puis là, ils négociaient entre eux. Ouais, j'imagine, j'ai aucune idée. OK. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fini à Winnipeg et je suis très content. Parfait. Et le Valor FC a un bon recrutement jusqu'à présent, avec l'un des plus gros stades à Winnipeg. Pensez-vous que gagner le titre est possible dès la première année? Ouais, je pense que gagner le titre, c'est certainement mon plus gros objectif avec cette équipe en ce moment. On a une bonne équipe. Je viens de voir les recrutements qui ont été faits. Moi, je trouve que c'est certains joueurs, je les connais par l'équipe canadienne et je sais que l'entraîneur aussi, il est lié avec l'équipe nationale. Donc, je pense que on devrait avoir une bonne équipe et on a aussi le plus beau stade de la ligue et j'espère pouvoir le remplir durant cette année. Oui, hein, et je suppose que toi qui va accumuler ses premières minutes pro, ça va être quand même quelque chose de finalement avoir ton premier Ouais. contrat pro dans ce club-là, dans ce beau stade-là, là. Ouais, c'est sûr, c'est surtout, ça va être un peu bizarre pour moi parce que depuis que j'ai commencé à jouer, j'ai jamais joué devant une grosse foule. Peut-être le plus grand nombre de personnes qui sont venues voir mon match à date, c'est peut-être en dessous de 1000 personnes. Et là, si on est capable de remplir le stade le premier match, 33 000 personnes, ça va être un peu bizarre pour moi, mais ça devrait. Je pense que devant la pression, ça me dérange pas, moi, donc ça devrait bien aller. Oui, parce que 33 000 personnes, là, pour les personnes qui ne suivent pas le soccer nord-américain, c'est beaucoup plus que la plupart des équipes en MLS. Donc, ça va être quand même assez énorme et on espère que la Ligue canadienne apporte des foules ainsi, au moins lors des premiers matchs. Mais je suppose que la hype de la Ouais, Canadian Premier League va au moins s'échelonner durant toute la première saison, là, comme par exemple une ville comme Winnipeg. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de soccer. Ça fait que je suppose ouais. que les supporters vont être présents. Mhm. Et Winnipeg, c'est aussi une ville qui est reconnue pour être présente lors des matchs. Et je sais que l'équipe de football, ils remplissent leur stade. L'équipe de hockey, les Jets, qui est de retour, ils ont un très bon fanbase. Et j'imagine que ça va être la même chose avec l'équipe de soccer parce qu'on va être littéralement l'équipe de la ville. Donc, ça, j'ai pas peur pour qu'est-ce qui est des fans. Oui, d'ailleurs, est-ce que tu as eu la chance de parler à quelques fans du Valor? J'ai pas eu la chance de leur parler en personne à cause que je me suis pas encore rendu à Winnipeg, mais certains fans m'ont contacté pour me dire bienvenue dans l'équipe et j'ai pu leur parler mais via les réseaux sociaux. Cool, cool. Et le coach, est-ce qu'il vous a dévoilé un peu le style de jeu qu'il voulait développer ou Non, j'ai pas eu la chance de lui parler pour ce qui est du style de jeu qu'on va jouer, mais pour ce qui est de moi, je suis un joueur direct, je suis un joueur qui aime centrer, qui aime marquer, qui aime faire des passes vers l'avant, donc j'espère qu'on va jouer un jeu qui est semblable au mien, mais après, c'est à lui de prendre la décision, puis c'est à moi de s'adapter. oui, ça risque d'être très intéressant. Une première ligue, pas une première ligue, mais une toute nouvelle ligue avec toutes des nouvelles équipes. Aucune a un passé excepté le FC Edmonton. Mhm. Plusieurs viennent un peu du niveau semi-pro des académies. Donc, ça risque d'être assez spécial, surtout qu'il y a un championnat à 7 clubs.
Comment on fait pour se préparer à un tel championnat avec si peu d'équipes? Moi, je le vois juste comme quoi j'ai une chance sur 7 de gagner le titre. Après, pour ce qui est de qu'est-ce que je fais pour me préparer, à chaque jour, je suis en train de m'entraîner avec l'équipe U19 de l'Impact, l'académie, juste pour rester en forme, pour que quand j'arrive le 1er mars à Winnipeg ou dans le sud, je vais être prêt dès le premier entraînement à pouvoir faire ma place dans l'équipe. Oui, je suppose que toi, tu veux arriver là, puis même si tu n'as pas beaucoup de minutes pro, de prouver à travers les tests physiques, à travers ton intensité dans les pratiques, tu as l'étoffe d'être partant. Hein? Ouais, exactement. Mon but, c'est d'être partant et d'avoir le plus de minutes possible avec l'équipe et de remporter la CPL. C'est ça mes buts à moyen terme cette année. Oui, et on en parlait au début de l'entrevue. Tu as pu effectuer tes premières minutes pro avec le Fury d'Ottawa dans un match amical face à l'Impact de Montréal, d'ailleurs, ton club formateur. Ouais. Euh, pour toi, est-ce que le Fury serait mieux d'aller en CanPL ou parce qu'on sait avec un peu il y a eu une sorte de petit scandale avec la CONCACAF qui au début bloquait Ottawa d'aller en USL pour aller en Canadian Premier League. Et la Ligue voulait bien d'Ottawa. Pour toi, est-ce que le Fury fait la bonne décision d'aller en USL? Je pense que c'est un sujet qui est un peu difficile à aborder en ce moment, étant donné que la CPL, c'est une nouvelle ligue et je comprends euh, le côté d'Ottawa qui est, on était en NASL, après on va en USL, comme on vient de changer de ligue, on ne sait pas si la CPL va être au même niveau que la USL, donc j'imagine ils vont regarder comment que les premières années vont se passer en CPL, puis après, si ça se passe bien, j'imagine que le choix logique serait de rejoindre la Ligue canadienne, parce que j'imagine que le niveau de la CPL va être très semblable à celui de la USL. Oui, et je suppose qu'au niveau des coûts, ça risque d'être un peu moins élevé d'aller en Canadian Premier League. Hein? Faire Ouais. des allers-retours Tampa Bay, ça va être plus dispendieux qu'aller à York. Ouais, mais il y a aussi Vancouver et Halifax qui fait des voyages quand même assez loin où est-ce que tu dois prendre l'avion. Donc, je sais pas si les prix sont moins élevés si tu viens en CPL, étant donné que les voyages, j'imagine que ça va être la ligue où est-ce que tu voyages le plus. Ouais, c'est vrai. Euh, et pour revenir un peu au Québec, puisque tu as été formé au Québec, euh, on l'a vu, il y a des possibles expansions à Montréal et Québec. Pour toi, est-ce que dans un avenir futur, on va te laisser avec le valeur pour les premières années, mais est-ce que pour toi, dans un prochain avenir, ce serait possible de revenir au Québec avec ces nouvelles expansions-là? On verra. Je peux pas dire qu'est-ce qui est du futur, mais j'ai entendu la rumeur que le Québec devrait avoir une équipe. J'espère que l'équipe ne sera pas à Montréal, parce que j'imagine que si tu fais une équipe à Montréal, l'équipe va être un peu dans l'ombre de l'impact. Mais j'espère qu'ils feraient l'équipe peut-être à la ville de Québec ou à Laval ou Blainville qui mériterait une équipe. Mais ouais, c'est sûr que le Québec, c'est considéré comme une deuxième maison pour moi après Ottawa. Donc, jouer au Québec, ça a tout le temps été une de, un de mes rêves, disons. Donc, si je pourrais jouer au niveau professionnel au Québec, ça serait parfait. Oui, donc je suppose que tu vois d'un bon œil les fameuses rumeurs avec Alex Bunbury qui tente à tout prix d'amener et même peut-être deux clubs dans la province. Ouais, ouais, j'ai vu. Mais comme j'ai dit, j'espère qu'il n'y a pas d'équipe à Montréal. Ouais. Je pense que ça serait. J'adore la ville de Montréal. C'est une de mes villes préférées au monde. Mais je ne crois pas que ça serait une bonne idée d'apporter une équipe montréalaise dans la CPL. Ouais, ça risque de faire un peu trop de concurrence. Hein. On sait parfois, Joey, ça a plutôt réclamé un peu plus de partisans au Stade Saputo si jamais il y avait une deuxième équipe qui venait à se rajouter. Il y en a un des deux qui finirait perdant. Là. Ouais, exactement. C'est des mathématiques assez faciles à faire. Ouais. Oui, et dernière question, en fait, c'est pas une question, je me demandais si tu avais quelque chose à dire à nos auditeurs sur Culture Soccer. Euh,
laisse-moi y penser un peu. Ah Euh, oui, tout ce que, c'est bon. euh, juste continuer à écouter les podcasts. Je trouve que qu'est-ce que tu es en train de faire sur Culture Soccer, c'est bien. Ça laisse des joueurs qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. C'est une ligue qui est nouvelle, que ce soit la CPL. Je sais que tu suis aussi la USL, la MLS, tout ce qui est nord-américain. C'est bien de donner de l'attention à ces ligues qui sont un peu moins reconnues mondialement. Donc, pour ce qui est des auditeurs, c'est continuer à s'informer à propos de ces ligues parce que on est un peu sourd, on est moins respecté que les plus grosses ligues, mais on mérite autant d'attention qu'elles ont. Parfait, merci Raphaël. Au nom de Culture Soccer, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé et je te souhaite vraiment une excellente saison et je te souhaite que du succès dans ta carrière. Merci beaucoup. Passez une belle Ouais, soirée. toi aussi. Bye. Bonjour à tous et de retour sur Culture Soccer. Je suis Antoine Latran, votre hôte pour cette deuxième partie. Et on avait parlé il y a 2 semaines du Columbus Crew sauvé de la relocalisation à Austin. Cette semaine, on va, après avoir exploré le côté Columbus, partir à Austin et parler du dossier de ce côté. Austin qui va accueillir une équipe MLS en 2021, donc présidée par l'ancien président de Columbus, Anthony Precourt, qui voulait justement relocaliser son équipe. Pour parler d'Austin FC cette semaine, mais aussi de la ville et de son histoire par rapport au soccer, j'accueille Jérôme Cortinovis, qui est la présence francophone sur Twitter à Austin et que depuis de nombreuses années je suis grâce à son blog Major League Soccer qui décrypte un petit peu les éléments de la culture soccer aux États-Unis. Bonjour Jérôme, comment tu vas dans cette matinée à Austin, sachant qu'il est quand même 7 heures du matin chez toi? Bonjour Antoine, merci pour l'invitation, ça va très bien. Écoute, à Austin, tout va bien en ce moment. On aura deux équipes professionnelles dès 2021, ce qui est inespéré, donc ouais, ça va plutôt bien. Oui, on va en parler ensemble de l'équipe MLS, mais un petit peu aussi de l'équipe USL qui arrive. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quel est ton lien avec la MLS, la USL ou Austin en général et le monde du soccer au Texas? Oui, bien sûr, écoute, moi je suis la MLS depuis un petit bout de temps en fait, hein. J'ai commencé à suivre la MLS dans les années 2009-2010. Je me rappelle que j'avais vu un reportage d'Intérieur Sport sur Canal+, sur Sébastien Letout. Hmm. Ça a été le déclic, donc je me suis intéressé à la MLS, j'ai créé un petit blog, et voilà, et puis après je suis arrivé aux États-Unis. Donc voilà, en 2014, je crois, ouais. Donc voilà, j'ai ce blog, et je m'intéresse toujours à la MLS, un petit peu moins, parce que j'ai d'autres activités, mais je la suis toujours, et voilà, je participe à un show radio à Austin, tous les dimanches matins, qui me permet voilà, d'entretenir ce lien avec la Major League Soccer. Et la MLS qui a récemment annoncé donc Austin comme 27e franchise d'expansion après un imbroglio autour de la relocalisation du Columbus Crew. Vu que Mhm. le Crew a été racheté, vous êtes donc pas techniquement une relocalisation, mais un peu une franchise d'expansion. Est-ce que ça te soulage par rapport à la vue que, par exemple, les autres fans auront d'Austin FC? Écoute, je pense que ce qui s'est passé, je pense que c'était la meilleure solution pour tout le monde, bien sûr pour Columbus, pour Austin, pour Austin et pour la MLS. Je suis complètement conscient que Austin sera la franchise la plus détestée de la MLS. Il y a pas de souci avec ça. À tort, parce que je pense que tout le monde n'a pas une très bonne compréhension de ce qui s'est passé, pas une très bonne compréhension de l'histoire d'Austin. Hein, Austin qui a perdu deux équipes professionnelles dans le passé, qui s'est fait voler une équipe dans le passé, comme Columbus a failli, comme il a, ça s'est ouais, ça a failli se passer pour Columbus. Donc, je pense que c'est la meilleure solution, ce qui s'est passé. Nous, on est soulagé à Austin parce que, comme je t'ai dit, ça fait maintenant 3 ans qu'on n'a plus d'équipe de foot à Austin. Euh, et On donc, parlera voilà, un peu plus tard avec toi des Aztecs, t'inquiète pas. voilà, mais voilà, je pense que ce qui s'est passé, c'est très bien pour la MLS parce que tu sais que voilà, on sait que Austin va être détesté, mais je pense que c'est très bien pour la MLS parce que qu'il y ait des antagonismes comme ça entre les équipes, ben, ça ajoute un petit peu de saveur au match. Ce qui manque à la MLS, je pense que ce qui manque à la MLS, c'est ces histoires. Moi, je viens du milieu de la pub et je sais que pour attirer les fans, pour attirer des sponsors, il faut créer un univers, il faut créer des histoires, faut créer ouais, faut créer une image derrière. Donc, ces antagonismes, ça peut qu'aider la MLS. Je pense que
qui manque à la MLS depuis l'Europe. Voilà, c'est ces tensions qu'on n'a pas forcément. Enfin, on a cette tension MLS avec les rivalités, mais je pense que les fans européens ont une image un peu béni oui-oui de la MLS et je pense que ces antagonismes peuvent aider la MLS à avancer. Donc, je pense que c'est très bien pour la MLS aussi et très bien pour Columbus qui garde son équipe avec un nouveau propriétaire parce qu'il détestait l'ancien propriétaire. Donc, je pense que c'est bien pour tout le monde. Et oui, je ne sais pas si tu peux nous présenter rapidement Austin, parce qu'elle est connue comme une ville au Texas qui est assez trendy, jeune et dynamique. Donc, est-ce que pour toi, ce serait un marché intéressant pour la MLS? Et est-ce que la population, est-ce que tu peux nous la décrire? Est-ce qu'elle est assez multiculturelle comme dans d'autres marchés? Alors voilà, c'est aussi ça le point. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais pourquoi Austin? Ce que je peux absolument comprendre, parce qu'avant de venir à Austin, je ne connaissais pas cette ville qui fait partie du Texas. Le Texas, c'est un État super vague, enfin super grand, beaucoup plus grand que la France. Donc, je comprends un petit peu l'interrogation. Or, voilà, Austin, ça fait des années que la MLS s'intéresse à cette ville. Austin, c'est la ville à la plus grosse croissance économique aux États-Unis. Hein. Il y a 500 nouveaux arrivants chaque jour. Il y a des entreprises, il y a des grandes entreprises de technologie qui s'y installent. Il y a le nouveau le campus Facebook qui va s'installer à Austin. Austin, c'est la ville du futur. C'est là où tout va se passer dans quelques années aux États-Unis. La MLS l'a très bien compris. Ça fait des années qu'il s'y intéresse. Anthony Précourt veut bouger à Austin. Anthony Précourt, l'ancien propriétaire de Columbus, veut bouger à Austin depuis des années. Hein, quand les Austin Aztecs étaient encore vivants en USL, Anthony Précourt avait fait un partenariat avec cette équipe en 2015, je crois, ou en 2014. Donc voilà, ça fait des années qu'il veut bouger là-bas. Don Garber, le commissionnaire de la MLS, ça fait des années qu'il vient à Austin. Chaque année, il vient à Austin. Il y a un festival toutes les années en mars, toutes les années, il vient parler avec les locaux, il vient parler avec les politiques. Donc voilà, en backstage, ça fait des années que la MLS veut bouger là-bas. C'était compliqué à cause de cette histoire de stade, parce que la ville bloque toute construction de nouveaux stades depuis des années. Ils ne veulent pas qu'il y ait de concurrence avec l'équipe universitaire d'Austin, qui a une énorme image de marque qui est super notoire à Austin. Donc voilà, ça bloquait depuis des années. Il y a eu cette possibilité. Anthony Précourt s'y est engouffré et voilà. Maintenant, les choses vont commencer. Oui, ce que j'allais te demander, donc c'est la 11e ville la plus peuplée aux États-Unis. J'ai vu la 3e dans ce top 11 qui n'a pas d'équipe de MLS après Phoenix et San Diego. Mais c'est la seule dans ce top qui n'a pas d'équipe de Major League Soccer, mais non plus de NBA, de Major League Baseball, de NHL ou de NFL, football américain. Donc c'est la seule équipe du top 11 à ne pas avoir une équipe dans ce qu'on appelle les 4 ligues majeures aux C'est États-Unis. ça. Et Ouais. est-ce que c'était à cause justement de ces problèmes de stade et la ville qui voulait préserver l'équipe universitaire avant tout? Ouais, c'est exactement ça. Comme tu as dit, en fait, Austin, c'est la plus grande ville des États-Unis qui n'a pas d'équipe professionnelle. Donc, c'était quand même quelque chose de totalement fou. Par ailleurs, les deux villes qui suivent après sont Fort Worth et El Paso, deux autres villes texanes. Mais oui, voilà, tu as tout résumé. C'était cette équipe universitaire donc qu'on appelle UT, hein, University of Texas, qui est super notoire à Austin. Hein. D'ailleurs, euh, la mascotte de cette équipe, c'est Matthew McConaughey, hein, l'acteur qui est vachement populaire en ce moment. Donc voilà, elle bloquait tout. Elle ne voulait pas de concurrence à Austin. Elle a un petit peu peur d'une autre équipe professionnelle. Donc voilà, toute construction de stade était bloquée par cette ville qui a des fortes affinités avec les politiques dans la ville. Donc tout bloqué. Par contre, on a d'autres équipes semi-professionnelles. Hein. Il y a une équipe de hockey, je crois que c'est les Austin Stars. Il y a eu aussi une équipe de basket, la réserve de la NBA, qui s'appelle les Austin Spurs, qui sont affiliés au San Antonio Spurs. C'est une ville très sportive, Austin, mais voilà, toute nouvelle équipe sportive était tuée dans l'œuf. D'accord. Et est-ce que rapidement l'équipe universitaire a une équipe de soccer? Il y a une équipe de soccer, mais seulement féminine. Pas d'équipe de soccer masculine. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une équipe en effet féminine. Et comme on a vu les autres voisins au Texas, alors il y a une équipe, comme tu le disais, à El Paso, il y a une équipe USL en fait qui va arriver. Il y en a une à San Antonio qui est pas trop loin, qui a aussi eu pas mal de succès à l'époque en NASL puis en USL. Mais les équipes de MLS, que ce soit Dallas ou Houston, ont du mal à attirer les foules en général, surtout à Houston, alors que ça, elle est en plein centre-ville. Pourquoi en fait Austin y arriverait dans ce marché du Texas alors que les deux autres ont plus de mal?
Je pense que voilà, à Dallas, le stade, il n'est pas en centre-ville, il est vachement difficile d'accès. Je crois que il y a quelqu'un de votre équipe qui peut en parler beaucoup mieux de moi, qui en a déjà parlé d'ailleurs, je crois. Mm. Oui, il disait que Euh, c'était ouais. inaccessible en transport public, par exemple. Voilà. Et puis c'est un stade qui est super, même si, enfin super, super vétuste, euh, pas vraiment joli, même s'il a son charme. Mais voilà, Dallas, c'est un petit peu compliqué. Pour Houston, le stade est en centre-ville, le stade est totalement nouveau, hein, il a été construit il n'y a pas beaucoup de temps. Je pense qu'il y a un problème, il y a un problème de marketing dans cette équipe. Je pense aussi ouais, il y a un manque d'engouement par rapport aux joueurs. Les joueurs ne font pas rêver. Je pense que c'est vraiment une stratégie marketing qui arrive pas à prendre à Houston. Je pense aussi que voilà, il y a quand même les Houston Texans qui sont une grosse équipe de football. Il y a les Houston Rockets qui marchent super bien. Enfin, en ce moment, ça marche super bien pour un NBA. Voilà, je pense qu'il y a une forte concurrence dans les équipes de sport. Austin, c'est une équipe c'est une ville totalement à part qui n'est pas du tout représentative du Texas, qui ne ressemble pas à Houston, qui ne ressemble pas à Dallas. C'est une ville qui est super jeune, avec, beaucoup d'entreprises autour. Il y aura beaucoup plus d'argent, je pense. Il y aura Anthony Précourt a beaucoup d'argent, mais il a déjà annoncé qu'il va beaucoup solliciter les investisseurs locaux et on sait voilà qu'il y a beaucoup d'entreprises autour. Je pense il y aura beaucoup plus d'argent. Je pense que ça sera beaucoup plus facile d'attirer des bons joueurs américains, pas forcément étrangers ou en tout cas venant d'Europe, parce que voilà, les Européens ne connaissent pas très bien Austin. En tout cas, les Américains connaissent Austin. Je pense qu'on pourra ramener des bons joueurs américains et on pourra ramener surtout des bons joueurs mexicains ou des joueurs venant d'Amérique du Sud. Donc, je pense que tout ça fait que on arrivera à ramener du monde au stade. Aussi, quand Austin jouait en USL, le stade faisait à peu près 6500 personnes et il était rempli. Pardon, je te parle de l'époque où ils jouaient en PDL. C'était la troisième ou quatrième division à l'époque. Ils avaient été champions d'ailleurs. Et voilà. Et là, ils avaient aucun problème à remplir le stade. Donc voilà, je pense pas qu'il y aura, je pense pas qu'il y aura de soucis au niveau de ce côté-là. Bien sûr, au début, bah, voilà, il faudra que ça prenne. Ça mettra du temps à apprendre. Mais sur le long terme, je pense que le stade se remplira. Et parlant du stade, est-ce que tu sais un petit peu, tu peux nous présenter un peu le nouveau stade qui est censé être qui va bientôt se mettre en construction et qui serait apparemment disponible lors de la saison d'inauguration en 2021. Il est en centre-ville, c'est ça? Il n'est pas totalement en centre-ville. Ils n'ont pas trouvé de terre en centre-ville. Donc, la MLS a été plutôt flexible de ce côté-là. Donc, il sera plutôt ça sera plutôt dans la partie centre-nord d'Austin. C'est à côté de chez moi, donc j'ai été plutôt chanceux de ce côté-là. Euh, le plan était de commencer en 2019. Anthony Précourt a tout fait pour commencer en 2019 avec un stade temporaire qui aurait été prêté par UT, donc cette université du Mm. Texas. Mais voilà, ils ont encore bloqué ce stade temporaire de ce côté-là, donc ça n'a pas été possible et ils commenceront en 2021. Dans ce stade qui devrait accueillir 20 000 personnes et qui coûtera 220 millions de dollars. Donc, c'est un stade qui sera moderne, qui accueillera des concerts et qui fera plein d'autres choses. Donc, voilà, un stade moderne. Un stade un peu ouais, dans la même veine que les nouveaux qu'on voit arriver à Minnesota Voilà, c'est pour les FC exa- exactement. Mais voilà, un stade aussi qui sera beaucoup moins grand que ce qu'a fait Atlanta, hein. Ouais. Donc, voilà, Austin sait très bien que voilà, il pense que ça va marcher, mais voilà, il reste modeste. D'accord, ouais. Pas 50 000 personnes à chaque match. Non, exactement. En tout cas, pas au début. Mais ils ont la possibilité de le faire grandir petit à petit. Donc voilà, Hmm. il y a cette option. D'accord. Et on va parler un peu du club maintenant, de l'identité. On a Ouais. vu le logo a été annoncé. Il y a des couleurs qui semblent un petit peu dominer tout ce qui est le logo, donc un peu de noir, un peu de vert. Qu'est-ce que Mhm. tu en penses, toi, à ce niveau, et aussi du nom Austin FC qui est assez, on va dire, classique, et aussi un petit surnom que les fans ont commencé à donner à l'équipe qui fait un peu débat sur les réseaux sociaux, un mélange entre l'arbre qu'il y a dans le logo et le surnom de l'équipe mexicaine, puisque pas mal de fans appellent Austin L3, L3 Mhm. dans le sens de l'arbre, qui est sur le logo et non pas le nom de la sélection mexicaine. Qu'est-ce que tu Mhm. penses un petit peu de l'identité qui est en train de se construire? Donc le logo, les couleurs ou les fans? Écoute, moi, enfin, je vais passer pour le fan qui est content dès qu'il y a une info qui sort. Écoute, quand le logo est sorti l'année dernière, moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Il est très simpliste. Euh, voilà, c'est ce qu'il fait maintenant. C'est moderne, en fait. Si tu regardes le nouveau logo de la Juventus,
Écoute, c'est un J, il est super simpliste, mais c'est ce qu'il faut. Voilà. Maintenant, il faut un logo qui soit facilement faisable, moderne. Donc, écoute, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Les couleurs, je m'attendais pas à bleu et vert, mais bon, écoute, il y a sûrement des raisons. Il y a sûrement des raisons à ça. Je suis pas super familier avec ces raisons-là. Euh, L'identité du club, elle est très vague pour l'instant. Je pense que, comme je t'ai dit, ils vont essayer de faire venir beaucoup de joueurs mexicains euh, par rapport voilà, à l'histoire d'Austin. Et je sais aussi qu'il y a 2, 3 semaines, là, quand les fans ont créé cet événement hein, pour célébrer l'annonce d'Austin en MLS, je sais qu'il y a eu pas mal de moqueries sur les chants, sur les chants des supporters, notamment de vous. Ce que je peux comprendre, écoute, moi je les ai trouvés plutôt marrants parce que en fait, il y a une histoire derrière. Si tu regardes le chant All right, all right, all right, c'est vrai que si tu ne comprends pas pourquoi, ça peut sembler un petit peu ridicule. Mais all right, all right, all right, c'est en fait ce que dit, c'est la phrase que Matthew McConaughey, l'acteur, dit tout le temps. Ouais. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à Matthew McConaughey. Après, il y avait un chant aussi sur un numéro. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'était ce numéro, mais en fait, c'était le numéro de la loi qui a permis de débloquer la situation. Donc en fait, c'est un chant qui provoque Columbus Crew, tu vois. Donc en fait, c'est que des clins d'œil qui sont pas forcément évidents et qui sont un petit peu en fait dans ce que représentent les gens Austin, tu vois, dans un petit peu ce côté bobo, moqueur, un petit peu hautain, ce qui fait que voilà, Austin est conscient que sa franchise sera haïe et ils en jouent un petit peu. Et écoute, moi je l'accepte totalement. Et en fait, j'en suis plutôt content que cette franchise soit haïe parce que comme je t'ai dit, je pense que ça sera que positif pour tout le monde. Donc j'ai trouvé ça plutôt marrant. Et est-ce que tu as déjà l'impression que la Ligue, je ne vais pas dire qu'elle vaut AI, mais la Ligue n'a pas aimé vraiment, en tout cas, tout ce tapage autour de Columbus et de Austin. Et on a pu voir que l'annonce qui a été faite était vraiment assez loin de ce qu'il y avait pour Nashville ou Cincinnati. C'était un peu annoncé à un moment, l'événement il était sympathique, mais sans être non plus extravagant. Est-ce que tu as l'impression que la Ligue va essayer de se faire discret par rapport à Austin? Ouais, je pense que la Ligue, elle n'était pas super fière. Je pense que Don Garber, il était pas super ravi d'être sur scène et s'il pouvait envoyer quelqu'un d'autre, il aurait fait avec plaisir. Euh, je suis totalement d'accord avec toi. L'événement, il n'était pas fou. Il y avait pas énormément de monde de la MLS. Il y avait que son directeur de la communication, dont j'ai oublié le nom. Donc voilà, ils avaient envoyé vraiment le service minimum. Mais voilà, ça se comprend. Je pense qu'ils savaient très bien que cet événement était vachement suivi par les gens dans l'Ohio. Donc, ils voulaient se faire vachement discret. Ils ne voulaient pas célébrer ça comme ils ont célébré ça dans les équipes récentes. Donc, voilà, de ce côté-là, ils ont été plutôt discrets. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et tu penses qu'il va y avoir une certaine rivalité d'ailleurs avec, bon, tu disais la Ligue va ouvrir, mais la rivalité plutôt régionale avec que ce soit Dallas ou Houston qui ont déjà eux, leur petite coupe régionale? Alors déjà, l'équipe qui a le plus pris mal la nouvelle, c'est ni Dallas, ni Houston, ni Columbus, c'est San Antonio. San Antonio, ils sont au bord du gouffre. Et surtout que jusqu'au bout, ils ont vraiment cru que Austin, que ça allait pas se faire pour Austin en fait. Donc eux, c'est vraiment ceux qui ont pris la nouvelle en pleine face. Pour spécifier pour les auditeurs, ouais, ils ont une équipe d'USL et ça fait longtemps qu'on parle d'eux comme une expansion MLS et ça a même été un peu miroité par Don Garber et tout ça. Mais donc la chance en fait d'avoir 4 équipes en MLS au Texas est quand même assez faible. Mais tu sais que, écoute, si tu me demandes mon avis, pour moi, dans le futur, j'adorerais que San Antonio intègre la MLS. Je sais que ça sera très compliqué, mais écoute, encore une fois, regarde, à Londres, il y a combien d'équipes de foot en première ligue? Il y en a 8, 7, 8. Tu vois, c'est ce genre de truc qui peut aider au développement du soccer. Ça sera très dur voilà, pour les autres États, c'est très difficile à comprendre, mais avoir 4 équipes au Texas, écoute, je pense que ça serait super. Mais pour revenir à ta question, oui, voilà, je pense que pour Houston, voilà, je pense que pour le Texas, ça va ajouter un petit peu de saveur au derby. Houston-Austin, Dallas-Austin, ouais, ça va être pas mal. Et d'ailleurs, j'espère bien assister au match
les membres de Culture Soccer. Ouais, franchement, ce serait très sympa. Ouais. Mais on va passer maintenant à la deuxième équipe d'Austin, qui du coup sera contre d'autres rivaux régionaux, puisque c'est une équipe qui jouera en deuxième division, en USL, avec notamment San Antonio, El Paso, qui sont aussi au Texas. Si le Austin FC arrive en 2021, l'Austin Bold, c'est leur nom, arrive en 2019. C'est pas la première fois qu'une franchise USL se lance dans la ville, puisque tu en parlais, en 2015, il y avait les Austin Aztecs qui s'était lancé à l'époque dans la première division. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire des Austin Aztecs, puisque eux aussi voulaient accéder en MLS à un moment? Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, il y a eu une première équipe qui s'appelait Austin Aztec FC, hein, qui a été créée, que je dise pas de conneries, en 2008 ouais, enfin en tout cas il y a plutôt très longtemps. Et cette équipe, elle marchait plutôt bien, mais le cofondateur a décidé qu'elle marcherait mieux en Floride. Donc il a décidé de relocaliser cette équipe à Orlando. Donc voilà, hein, c'est devenu l'équipe MLS qui est à Orlando. Donc ça a été très dur à Austin pour accepter cette nouvelle, mais enfin ils ont fait avec. À l'époque, j'étais pas là-bas. Mais le fondateur de cette première équipe, lui, n'est pas allé à Orlando. Il a décidé de rester à Austin et de recréer une deuxième équipe. Donc le mec est quand même plutôt coriace. Il a créé cette deuxième équipe pratiquement avec le même nom. Il a enlevé les lettres FC. Donc c'est devenu les Austin Aztecs. Ils ont commencé en PDL. Ça marchait plutôt bien pour eux. Ils ont été champions en 2013. Ils ont été finalistes en 2014. Malheureusement, en 2015, il y a une inondation à Austin. Le stade a été complètement saccagé par cette inondation. Donc, ils ont perdu le stade et ils n'ont plus, ils ont plus pu rejouer. Donc, voilà, ils ont perdu leur franchise à cause de cette inondation. Donc, ça a été un choc. Ils n'ont pas pu retrouver un autre stade. Donc, voilà, la franchise a disparu en 2015 et voilà, et ça fait depuis 3 ans. Austin n'a plus d'équipe de foot. Donc voilà, l'histoire est un peu cruelle avec les équipes de foot à Austin. Mhm. Et le Austin Bold, tu peux nous présenter un petit peu l'ambition de l'équipe par rapport à l'année prochaine et d'ailleurs s'ils ont leur propre enceinte et s'ils ont des connexions avec le Austin FC qui va venir ou si c'est vraiment quelque chose à part. Alors aucune connexion avec l'équipe MLS. D'ailleurs, c'est plutôt tendu entre les deux équipes. Les Bold, donc l'équipe USL a tout fait pour que l'équipe MLS n'arrive pas à Austin. Hein. Ils ont participé à la pétition hein, parce qu'il faut pas mentir aux auditeurs. Il y avait beaucoup de gens à Austin qui ne voulaient pas de l'équipe MLS. Hein. Juste, Pour quelle il y a raison une, en particulier? ben, parce que je pense que ça venait de l'université d'Austin Mhm. et voilà, il y avait aussi une certaine la vieille génération d'Austin qui sont vachement des gens conservateurs qui voulaient pas, qui voyaient d'un mauvais œil l'arrivée d'une nouvelle équipe professionnelle, voilà, les problèmes de parking, les problèmes de trafic, tu vois, ce genre de problème. Bon bref, et voilà, et les Bold, l'équipe USL a participé à cette pétition. Donc voilà, c'est plutôt tendu entre les deux équipes, il n'y a aucune connexion et voilà, les rapports ne sont pas pas très cordiaux. Mais cette équipe Bold FC, donc beaucoup d'argent derrière aussi, parce que le propriétaire Bobby Epstein est le propriétaire du circuit Grand Prix de Formule 1 d'Austin. Donc, Mhm. donc il y a beaucoup d'argent. D'ailleurs, le stade sera construit à côté du circuit de F1. Et en fait, le manager de cette équipe est l'ancien manager des Aztecs. Donc, c'est un Brésilien. C'est pour ça que d'ailleurs, il fait venir beaucoup de joueurs brésiliens d'Amérique du Sud. Là, il a fait venir Dario Conca. Dario Conca, ça a été le troisième le troisième joueur le mieux payé du monde à une époque quand il était en Chine, derrière Messi et Cristiano Ronaldo. Donc il y a beaucoup d'ambition. Je sais aussi qu'ils ont essayé de faire venir Usain Bolt. Je crois qu'on en avait parlé ensemble, Antoine, Ouais, ça à aurait une été marrant époque. avec le nom du club, ça aurait été sympa avec les Donc Bold et les Clouds. voilà. Ouais. Donc tu peux voir qu'il y a aucune il y a aucune logique sportive. Hein. Ils essaient Mhm. de voilà ils essaient de taper ils essaient de faire du bruit. Il y a aucune logique sportive. Ils essaient de faire du buzz, mais il y a beaucoup d'argent. Donc voilà ils essaient de faire venir des joueurs avec des noms ronflants. Mais voilà pour l'instant l'équipe va commencer en mars. Donc là ils ont 19 joueurs. Il y a deux Français. Il y a Thomas Desvillardi hein, qui était à Minnesota je crois l'année dernière. Ouais, Euh, je sais pas s'il était drafté, mais oui, il était.
Ouais, il a eu pas mal de problèmes de blessures là-bas, donc il a pas pu jouer en MLS. Donc là, il jouera à Austin Bold FC en mars là, et il y a un autre Français qui vient de signer, qui vient de Nîmes Olympique, donc en Ligue 2, qui s'appelle Fabien Garcia. Donc voilà, une équipe qui se construit petit à petit. C'est déjà l'équipe avec la plus forte valeur. Donc voilà, pour dire que plus forte valeur, ouais, Niveau effectif. exactement. Donc voilà, une Mm. équipe avec pas mal de moyens. Et avec eux, ils ont recruté, pour les partisans de Montréal qui s'en souviennent, Calum Malas, il me semble, récemment, non? Exactement, ouais, c'est tout récent, c'est tout récent. Et niveau du stade, tu sais s'il sera assez grand et un peu. Il ne veut pas rivaliser forcément avec le Austin FC, mais est-ce qu'il aura par exemple 10 000 places? Alors, je peux pas te dire le nombre exact de places. Je sais qu'il est en train d'être construit. Il n'est pas encore prêt. D'ailleurs, la pelouse n'est pas encore prête, donc c'est ce qui est un petit peu inquiétant parce que le championnat commence en mars. D'ailleurs, je crois qu'il joue San Antonio pour le premier match. Donc, ça sera vraiment le derby pour commencer. Ça sera un stade qui est beaucoup plus modeste que celui qui va être construit pour la MLS. Donc, ouais, je dirais entre 7 000 et 12 000. Et les fans de Austin Bold, est-ce qu'ils vont essayer. Ouais, pardon. Est-ce que les fans de Austin FC vont suivre le Austin Bold avant l'arrivée de l'équipe MLS ou est-ce qu'il y a déjà une rivalité entre les deux camps de fans? Je pense que les fans du Austin Bold FC sont en majeure partie des anciens fans des Austin Aztecs Mhm. parce que voilà, ils ont un petit peu gardé les mêmes personnes dans les backstage. Tu vois, le manager général, il était déjà au Aztecs. Donc je pense que voilà, les fans voilà, les fans viennent des Aztecs et petit à petit, il va avoir un split. Voilà, il va avoir une séparation. Il y en a qui vont partir voir l'équipe MLS. Je sais pas trop comment se passer, c'est super vague. C'est super vague. L'équipe MLS va commencer à jouer en 2021, c'est super loin. Donc Mhm. voilà, il y a du temps encore. Ouais, ça va être marrant de voir, oui, à la fin comment ça va évoluer. Est-ce que les fans vont choisir? Parce que si l'équipe des Austin Bold ont énormément de succès en 2 ans, il y a moyen qu'ils restent fidèles au Bold plutôt qu'au FC. Ouais, ouais, mais tu sais, Antoine, moi je pense vraiment, mais après c'est mon avis personnel. euh, Bon, je connais aussi quelques personnes qui travaillent au Austin Bold FC, mais je pense vraiment qu'il y a une possibilité que les Austin Bold FC se relocalisent dans une autre ville, en fait, Mhm. à partir de 2022-2023. Parce que c'est vrai que c'est super pour Austin d'avoir deux équipes professionnelles, mais ça va être compliqué quand même pour les Austin Bold FC d'attirer du monde sur la durée avec cette équipe MLS. Donc, je pense vraiment qu'il y a une possibilité de relocalisation dans le futur. Ouais, c'est un peu contre-productif d'avoir deux Ouais, équipes dans une ville où il n'y en avait pas avant. mais Euh, ouais, ouais. Bah, et donc au final, est-ce que toi, tu sais si tu vas suivre les Bold lors de la saison prochaine? ouais, moi j'irai voir les Bold FC. Je connais pas mal de monde voilà, qui ont des accointances avec ce club. On verra un petit peu comment ça démarre. J'espère qu'ils vont continuer à recruter des joueurs. Euh, Peut-être que Mitroglou, s'il cherche un club, il peut venir. Non, je sais pas. Ouais, on va voir. On va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est super d'avoir une équipe qui va commencer à jouer en mars. Et je pense que, vu les joueurs, je pense que ça se passera plutôt bien. D'accord. Et une dernière question avant de te laisser filer. Est-ce que les fans d'Austin FC, cette fois les franchises MLS, sont un peu sereins par rapport à leur propriétaire, Anthony Précourt, vu tout le bazar un peu qu'il a créé à Columbus, et s'ils ont confiance en lui et dans sa vision sur le long terme pour l'équipe en MLS, ou est-ce qu'au contraire, il y a quelques craintes à ce niveau-là? Je pense qu'ils auraient bien aimé voir le contrat qu'il a signé avec la MLS pour voir s'il n'y a pas une petite clause là qui traîne quelque part, une nouvelle relocalisation, parce que voilà, on sait que dans son contrat avec la MLS, quand il était à Columbus, il y avait une clause pour partir à Austin. Donc voilà, on n'a pas eu accès au contrat. On espère qu'il n'a pas re-signé une clause pour nous Hmm. refaire le même coup. Pour l'instant, pour l'instant, voilà, il fait le show, il est très proche des fans, il faisait des bisous à tout le monde pendant la célébration. Donc je pense que pour l'instant, ça va, mais on ne sait jamais. On sait qu'il a un couteau qui peut planter dans le dos à tout moment. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, Jérôme, je crois que ça se termine un petit peu toutes les questions. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Non, écoute, c'est super sympa. Merci pour l'invitation. J'aime beaucoup ce que vous faites. Continuez comme ça. Et écoute, tu peux compter sur moi pour parler du Austin Bold FC cette année et en 2021 si vous êtes toujours là pour parler de l'équipe MLS. On espère qu'on sera toujours là et on invite tous les auditeurs aussi à aller voir ton blog Major League Soccer, même s'il est il y a moins d'articles qu'avant, mais il y a quand même pas mal de bonnes choses. Je me suis inventé un article sur la place des médias en MLS qui était très intéressant, mais qui date, et aussi une interview de l'ancien président des Aztecs.
Donc voilà, si ça intéresse nos auditeurs, je vous invite à aller voir le blog de Jérôme et à le suivre sur Twitter. Jérôme, et merci encore. Bah, écoute, merci Antoine, merci, bonne continuation. Merci, à toi aussi. Et c'est ce qui conclut notre culture soccer d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts ou de suivi, et ainsi que sur Twitter. Merci à tous pour l'accueil que vous avez réservé au site pour ces 3 premières semaines. Ça va chaud au cœur de savoir que pas mal de gens sont intéressés par toutes les différentes divisions que nous pouvons. Merci à tous et on se revoit la semaine prochaine. Ciao.